Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tu l'as vu, pour voir et essayer de dénicher, et voir les leviers qui permettent d'enrichir ou d'appauvrir une société. Je vais essayer de t'aider là-dedans. Il y a énormément de choses à dire, mais j'ai résumé à quelques leviers importants. Voix enrouée, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même la vidéo, parce que l'objectif c'est de vous transmettre les informations et pas penser à ma santé. Je plaisante bien sûr. Donc comme beaucoup de personnes pensent qu'une entreprise s'enrichit uniquement grâce à son chiffre d'affaires. Pourtant, certains facturent énormément, enfin, ont beaucoup de clients, etc., mais s'appauvrissent chaque jour sans le savoir, d'accord? Donc, comme j'ai tendance à dire, le chiffre d'affaires, il faut le regarder, mais de loin, comme un peu le nombre de vues sur YouTube. C'est une façade, c'est une manière de présenter, une manière de se vendre aussi pour avoir des financements, mais c'est pas ça ne montre pas la valeur intrinsèque d'une société, et ça ne montre surtout pas si elle s'appauvrit ou elle s'enrichit. Je peux vous donner un exemple comme Uber. Uber a cumulé plus de 30 milliards de dollars de pertes entre 2016 et 2023 avant d'annoncer son premier bénéfice en 2023. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont travaillé et ils n'ont pas été rentables au moins pendant les 10 premières années. D'accord? Et après, bien évidemment, on sait le succès que c'est devenu et le succès qu'ils ont encore aujourd'hui. C'est pour vous confirmer que en vrai, l'analyse, et notamment ce que je prône ici sur ma chaîne, l'analyse fondamentale, elle demande de faire des liens, elle demande de voir la conjoncture, elle demande de voir d'autres problématiques qui vont au-delà des ratios et qui vont surtout au-delà du chiffre d'affaires. Pourquoi il est important de comprendre ce qui enrichit une entreprise? Ben, tout simplement pour pas confondre déjà le chiffre d'affaires et l'enrichissement réel, d'accord? C'est pas parce qu'on a un gros chiffre d'affaires qu'on va s'enrichir, que c'est automatiquement on va s'enrichir, ok? Je vous ai donné l'exemple par Uber, c'est très souvent l'exemple des startups actuelles par exemple. Mais surtout en tant qu'investisseur, le fait de comprendre ça, déjà intellectuellement, ça t'oblige à faire les liens entre les ratios et à aller regarder des informations sur la société qui t'intéresse. Donc ça t'oblige à aller chercher de l'info, ne pas t'arrêter au ratio comme ça à brûle pour point. Ça te demande d'aller chercher justement les avantages concurrentiels, la réglementation, enfin tous les aspects macroéconomiques et externes à l'entreprise qui peut l'impacter et donc ou l'enrichir ou l'appauvrir. Et enfin, une entreprise aussi qui s'enrichit, ça te donne un gage d'une entreprise qui est bien gérée, qui a une capacité en fait à générer des profits et du cash flow durable, et donc dans notre cas, qui va te permettre de te sécuriser un dividende le plus longtemps possible. Ok? Donc maintenant, on va passer aux 5 leviers qui enrichissent vraiment une entreprise, comme tu vois sur l'écran. La première, c'est générer des marges élevées. Bien évidemment, ça c'est la simple, comme fait Apple, par exemple, comme je l'ai marqué. Quand Apple te vend un téléphone à 1500 euros, bien évidemment, la construction de ce téléphone a coûté moins cher. D'accord? Donc, en fait, la construction du téléphone, plus la pub, etc., est en dessous des 1500 euros, par exemple, qui vendent le téléphone. Donc, ils s'y retrouvent grâce à des marges élevées. Et il y a des boîtes, notamment, qui marchent très bien grâce à des marges élevées, hein, Coca-Cola et autres par exemple. L'autre truc, c'est créer un système de vente récurrente par les abonnements. Les abonnements, c'est le meilleur exemple de revenus récurrents. Ouais, j'ai marqué Spotify, SaaS au sens large du terme. Pourquoi? Parce que ça permet à la société d'avoir un meilleur visuel sur l'avenir de ses revenus. Ça permet de maîtriser les revenus qu'elles vont toucher les années d'après. Donc ça permet de maîtriser leur budget, leurs coûts. Ça permet d'optimiser, ça permet d'aller demander du financement aussi, parce que ça fait le revenu récurrent et rassurant vis-à-vis des banques, etc., etc. Gestion du cash flow positif, bien évidemment, c'est le cash flow, hein, version simple, gagner plus que dépenser. Okay, donc avoir plus d'argent qui entre que ce qui sort chaque mois, tout simplement. Mais ça, c'est pour tout, même pour nous. J'ai envie de vous dire, si vous allez voir ma formation gratuite, gérer ses dépenses, tout simplement, l'objectif, c'est de ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Hein, ça, c'est comment dire, une loi fondamentale. Investir, alors après, dans la génération du cash flow, enfin dans dépenser moins par rapport à ce qu'on gagne, attention, les startups c'est une exception, la technologie, le secteur technologique par exemple peut être aussi une exception, je vous expliquerai ça plus tard, parce que là on est sur, comment dire, l'investissement sur l'avenir et rentabilisé par des produits futurs, hein, développement, etc. Donc le quatrième, investir dans des actifs générant des revenus, oui parce que
Il y a d'autres moyens de pouvoir générer des revenus, il y a d'autres moyens de pouvoir gagner de l'argent dans une société. J'ai marqué formation, brevet, immobilier, machines productives. Dans les brevets, par exemple, je peux donner l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola a breveté mis une licence, un brevet sur sa recette qui permet de la garder confidentielle et d'avoir un goût unique et donc avoir un avantage concurrentiel par rapport à Pepsi ou à d'autres boissons. Dans l'immobilier, je vous laisse aller voir ma vidéo d'études sur McDonald's. McDonald's, en fait, on pense à la vente de burgers, de frites, enfin du fast-food, quoi. Mais en fait, McDonald's est devenu à gagner aussi des millions grâce à l'immobilier. En fait, ils sont en se développant, ils ont acheté des terrains sur lesquels des gérants installaient une franchise McDonald's, un restaurant, et ils louaient leur terrain, donc ils avaient des revenus récurrents grâce à l'immobilier, ce qui leur permet toujours encore aujourd'hui même de gagner énormément d'argent grâce à leurs acquisitions foncières. Machine productive, ça c'est la dernière étude que j'ai fait, je vous laisse aller voir ça. Par exemple, si on prend l'exemple d'ASML qui construit des machines-outils très chères, très spécialisées pour la construction de semi-conducteurs, eux, alors déjà ils vendent très cher leurs machines, pour changer de machine ça coûte une fortune, donc ils ont un coût de changement qui est énorme, ce qui permet de lier la ASML à d'autres sociétés fabricantes de semi-conducteurs, mais aussi une manière aussi de gagner des revenus, c'est par le soutien de ces machines. Ça demande des compétences spéciales, etc., spécifiques, et donc ils vont tout au long de la vie de la machine faire payer aussi le soutien, la réparation de ces machines, par exemple. Cinquième, utiliser l'effet de levier intelligemment. Et là, on rentre dans emprunter pour acheter des actifs productifs, pas pour financer des dépenses inutiles. C'est là où je voulais, je vous fais le petit rappel des startups, mais d'abord le truc normal. Les entreprises vont aller chercher des financements pour se développer, d'accord. Ils utilisent le levier bancaire comme vous, hein, avec un crédit immobilier par exemple. Cependant, la gestion de la dette et aller chercher le financement, elle se réfléchit dans une société comme nous, hein, j'ai envie de vous dire, mais d'autres manières. Et là, on a des ratios, quand on analyse des ratios sur la gestion de la dette qui permettent de voir comment l'entreprise gère sa dette, comment l'entreprise gère le remboursement de ses dettes, etc. etc. Le truc où je voulais vous faire le distinguo, c'est par rapport aux startups et au secteur technologique. Les startups, par exemple, ce sont des boîtes qui demandent énormément de financement au départ, en essayant de faire adhérer des gens à un produit ou à quelque chose qui va changer. La vie, le monde, la technologie, quelque chose. D'accord. Donc il y a beaucoup de financement au début, un énorme endettement, et ils sont rentabilisés après, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, Uber a assez rentabilisé 10 ans après. Mais souvent, on est dans le secteur technologique, c'est disruptif, on investit pour l'avenir. Par exemple, là, aujourd'hui, on peut parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les GAFAM investissent des milliards, que ce soit dans les cerveaux, hein, les gens, que ce soit dans l'entraînement des intelligences, etc., pour demain. Parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui, comme on sait cette vidéo, mais demain pire, sera intégrée dans le moindre pan de notre vie, afin de nous aider à améliorer notre productivité et plein d'autres raisons bénéfiques. Je ne rentrerai pas dans la polémique complotiste de Terminator, mais en tout cas, voilà, il y a énormément de millions et de milliards qui sont investis dans l'IA, qui peut faire peur, qui font une dette qui grossisse quand on regarde les ratios des sociétés, mais dans le secteur technologique, le développement coûte de l'argent. L'autre chose aussi dans ces demandes de financement qui font des dettes, qui font augmenter des dettes, c'est la R&D, la recherche et développement. Donc je vais laisser la technologie de côté, on va aller sur d'autres choses comme la santé par exemple. La santé ont des dettes énormément liées à leur recherche et développement, à leur labo qui cherchent des médicaments ou des soins pour demain. Donc ça c'est pareil, mais comme je vous dis, quand on fait une analyse fondamentale sur des sociétés, il ne faut pas s'arrêter au ratio chiffré, il faut regarder le pourquoi du comment. Dans une autre société comme Johnson & Johnson, Sanofi, etc., c'est normal d'avoir de l'argent investi dans les recherches et développements, et donc une dette des fois élevée, parce qu'ils sont dans la recherche de nouveaux soins, ils sont dans la recherche de nouveaux médicaments pour guérir les gens, et donc ça demande des finances, tout ça, d'accord ? Voilà, donc bien évidemment, je voulais faire la transition par un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps et qui vous permet d'aller beaucoup plus dans le détail des leviers pour enrichir et appauvrir de manière pas très compliquée. Pourquoi ? Parce que les ratios et les termes que vous pouvez trouver sur ma chaîne
Elles sont aussi également tous définies dans ce livre, donc il est à la fois pédagogique et éducatif. Donc là, dans la magie, donc le livre c'est La magie des dividendes de Raphaël Cartani, lui ce qu'il dit, tout simplement, c'est ce qui enrichit une entreprise se retrouve dans ses produits d'exploitation, ses produits financiers, intérêt perçu, et ses produits exceptionnels, la plus-value de l'actif. A l'inverse, les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles appauvrissent l'entreprise. Et là, ça me fait venir dans la deuxième partie, on va voir littéralement ce qui appauvrit une entreprise. Bon, ce qui appauvrit une entreprise, j'ai envie de vous dire, il faut le lier, c'est pas compliqué, il faut le lier à notre vie. Hein. C'est tout simplement comme la gestion de notre budget. Une entreprise, c'est la même chose, mais à volume et à dimension beaucoup plus grande. Donc, bien évidemment, ce qui appauvrit une entreprise, ce sont les dépenses inutiles. Par exemple, les voitures de fonction non rentables ou une location d'un local de stockage surdimensionné par rapport à votre stock. Voilà, c'est des exemples que j'ai mis. Actuellement, quand je fais cette vidéo, les voitures de fonction, même, elles sont en train d'être réfléchies dans les sociétés pour les diminuer parce que c'est un coût énorme. Mauvaise gestion des stocks et des dettes fournisseurs, ben ça c'est comme nous, hein, quand on fait un crédit, crédit conso, crédit revolving, toutes ces conneries. Et la mauvaise gestion des stocks, ben, on peut donner un exemple, mais par exemple les gens qui font des réserves de survivalistes au moment du Covid, bon, ben, ils achètent des stocks de nourriture, etc. de ouf, sauf que la nourriture ça se périme et donc ils en perdent la moitié parce qu'ils ont pas, vers la fin, on a pu retourner faire les courses, etc. Vous voyez, un juste besoin. Un juste équilibre, pardon, et juste besoin à faire, oui. Ne pas connaître ses chiffres, bon, ça c'est la base. Hein, dans ma formation Gérer ses dépenses, je vous aide à faire ça. L'objectif c'est de voir vos gestions de votre budget et vos dépenses mensuelles pour pouvoir dépenser moins que ce que vous gagnez, pour pouvoir optimiser vos dépenses, qu'elles soient celles pour le fixe, hein, ce qu'on doit payer chaque mois obligatoirement, les choses optimisables, les abonnements, etc. Et pouvoir distinguer surtout le non essentiel qu'on va pouvoir supprimer et investir ou épargner à la place. D'accord. Pour l'entreprise, c'est pareil, cash flow, marge, seuil de rentabilité sont des ratios qui permettent de voir ça. Donc maintenant, comment savoir si une entreprise cotée s'enrichit ou s'appauvrit? Et là, on va le faire plutôt par rapport aux ratios et un petit peu dans la version analyse fondamentale. Bien évidemment, tout ça, je vous le retrouvez dans les études et dans ma formation. Je vous laisse cliquer dans le lien si vous en avez besoin. Donc le premier, résultat et stabilité des bénéfices. Analyse des rapports trimestriels et annuels. Pourquoi? Le truc qui est bien en bourse, c'est que les sociétés sont dans l'obligation de publier des rapports financiers. Donc, il suffit des fois d'aller lire les rapports financiers ou, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous faire une synthèse de ces rapports financiers. Il est intéressant de regarder la croissance, la régularité et la qualité de ses bénéfices. D'accord. Nous, on est dans, par exemple, si vous me suivez, on est dans la stratégie de dividendes. Une entreprise qui a des revenus et des marges en hausse et croissantes d'une année sur l'autre, c'est bon signe parce que ça montre une bonne gestion, ça montre une bonne maîtrise du budget et donc ça nous permet de nous sécuriser dans le reversement de dividendes. Ensuite, on a la marge nette supérieure est en hausse, hein, ça indique le pourcentage de profit net par rapport au chiffre d'affaires. C'est plutôt les marges qu'on regarde, comme je vous dis, plutôt que le chiffre d'affaires, même si c'est un des premiers ratios qu'on voit dans tous les screeners que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et ça permet surtout aussi de nous alerter s'il y a un souci, c'est-à-dire s'il y a un faible profit net, s'il y a une marge nette qui descend, qui a un creux, etc. Ça permet de nous alerter, en tout cas, pour aller voir le pourquoi du comment. Ensuite, on a le return of equity, entre 15 et 20%, plutôt lié au rendement des capitaux propres, hein, ça mesure notamment l'efficacité de l'allocation du capital. Le 15-20%, alors oui, je vous précise bien, tout ce que je vous donne là, c'est pas gravé dans le marbre. Il y a des fois, il y a des critères qui ne seront pas répondus, ça ne sera pas tout à fait dans on va dire la fenêtre que je vous ai donnée, etc., etc. Restez calme. Le but du jeu, comme je vous dis dans une analyse fondamentale, c'est de faire le lien, de comprendre la société, de s'informer sur cette société par le biais par rapport des rapports ou de la lecture financière du quotidien. Donc ne faire le lien parce que il y a des critères des fois qui vont descendre, mais c'est surtout essayer de comprendre le pourquoi du comment pour savoir si elle est en train de s'appauvrir ou de s'enrichir, d'accord? Et donc vous derrière de vous ajuster sur votre investissement. On a aussi bien évidemment le cash flow opérationnel positif. Ça, je l'avais oublié, mais ça, c'est lié au flux de trésorerie, ça, tout simplement. Hein. Ça permet de voir un cash flow positif, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est gagner plus que dépenser, que ce qu'on dépense, donc hein, plus d'argent qui rentre que ce qui sort. C'est par les flux de trésorerie opérationnels, par exemple, qu'on peut voir ça.
Ensuite, endettement maîtrisé, oui, tous les ratios, ben là, tous les ratios qui permettent de voir la gestion de la dette. Hein, par exemple, la couverture, le ratio sur la couverture des intérêts, le debt to equity faible, comme je marque ici, etc., etc. Il y a plein de ratios qui permettent de voir la gestion de la dette et comment la société maîtrise sa dette. Nous avons également la valorisation cohérente. Alors ça, toujours, je mets toujours un point d'interrogation, enfin pas un point d'interrogation, mais des guillemets, parce que en fait la valorisation, la valeur de l'action elle bouge tout le temps, c'est juste pareil, c'est juste une vitrine qui donne le ressenti du marché. Vaut mieux déjà regarder un certain nombre de critères pour voir la solidité, la gestion de la dette, etc. d'une boîte avant sa valorisation. C'est pour ça que même normalement dans ma formation je le mets à la fin. Alors par contre, bien évidemment, la valorisation est importante dans le sens où l'objectif c'est de ne pas acheter une entreprise surévaluée parce que vous n'arriverez jamais à rentrer à vous rembourser derrière, enfin avoir une plus-value. En tout cas, c'est un peu comme dans l'immobilier, hein, le but du jeu c'est de se positionner à un prix d'entrée qui est cohérent pour pouvoir faire une plus-value latente par son enrichissement derrière de la société et sa croissance. Okay, donc par exemple, il y a des entreprises dans la technologie actuellement, elles sont survalorisées parce que la technologie arrive à un step avec l'intelligence artificielle, c'est devenu n'importe quoi, hein, c'est très 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 surévalué, à plus de 50% je crois, donc si vous rentrez là-dedans, Nvidia par exemple, si vous rentrez dans Nvidia par exemple aujourd'hui, là vous appelez, elle est surévaluée à plus de je sais pas, 70 ou 80% je crois même c'est plus, dites-moi en commentaire, je ne me rappelle plus du chiffre, mais si vous rentrez dans Nvidia actuellement, vous allez la payer très cher, très très cher, et derrière pour faire une plus-value, ça demande à la société d'être encore plus croissante. Nvidia, bon, vous avez de la chance pour l'instant, elle fait des bilans qui sont intéressants, mais on n'est pas sûr que demain elle n'arrive pas à un plateau, quoi, parce qu'elle est tellement majoritaire maintenant et est devenue monopole, qu'on se demande, on peut se poser la question de comment elle va arriver à encore plus gagner d'argent. D'accord ? Donc voilà, j'ai été à la valorisation cohérente. Donc, et à la fin, l'analyse de Dupont. Alors ça, c'est de l'option. C'est une manière, ça parle de marge, de rotation des actifs et de levier, et d'effet de levier pour mieux comprendre la source de la rentabilité. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Ce que j'utilise moi pour la formation et plutôt dans l'étude des sociétés, je n'utilise pas obligatoirement celle-là, j'utilise tout simplement le MOAT. Moi je regarde les avantages concurrentiels par rapport aux d'autres sociétés, par différents critères. Ça permet aussi de voir comment dire, la solidité, la plus-value et l'avantage qu'a une société par rapport à une autre. Voilà. Par différents critères, ça là-dessus, je vous laisse aller voir ma formation. Donc en gros, en résumé, ce qu'on a pu voir, la tendance n'est pas un instantané, hein, il faut enfin, c'est pas instantané, pardon, la tendance n'est pas instantanée, j'ai oublié, je me suis trompé. En gros, il faut regarder toujours que si une entreprise s'enrichit, que certains ratios comme la marge, comme le chiffre d'affaires, mais en premier lieu, mais la marge, surtout la marge nette, et on va dire tout ce qui est ratio de rentabilité soit croissant et en hausse, un cash flow positif, un croissant, etc. C'est un signe positif quand même, un cash flow. Il faut toujours comparer avec les normes du secteur. Vous voyez, par exemple, je vous ai fait plutôt un focus sur le secteur de la technologie. Pour la recherche et développement, par exemple, on a aussi le secteur de la santé. À chaque fois que vous voulez investir dans une société, regardez bien son secteur parce que d'un secteur à l'autre, c'est changeant, d'accord ? Les ratios, les seuils des ratios peuvent être changeants. Je vous en donne un autre, par exemple, quand vous investissez dans les rates, ils vous rendent beaucoup d'argent en dividende. Donc ils ont un ratio de distribution à 80-90%. Oui, mais là vous vous dites, mais purée, c'est pas bon, je veux dire, elle se laisse pas de marge pour grossir, etc. Ouais, sauf que si vous allez chercher un peu plus, les rates, ça fait partie de leur cadre réglementaire parce ils sont dans l'obligation de donner les trois quarts de leurs bénéfices aux actionnaires. Voilà. Vous voyez, là c'est la réglementation qui les oblige à redistribuer autant. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne gagne pas, ne croit pas non plus, et ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va plus avoir de liquidité pour continuer à s'agrandir. Okay, donc bien regarder par rapport
au secteur dans lequel vous êtes. Ok, la santé, les secteurs, il y en a plusieurs, hein, santé, technologie, utilitaire, communication, matière discrétionnaire, etc. etc., etc. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, vous les connaîtrez au fur et à mesure, puisque moi, pour ma part, j'investis dans plusieurs secteurs. Évidemment, on demande de faire un portefeuille diversifié, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir tous les secteurs non plus. Okay, l'endettement, s'il sert à un actif productif et positif, s'il sert, s'il sert pour une fuite de trésorerie, c'est négatif. Ça ressemble, c'est exactement comme dans votre vie, hein, quand vous faites un crédit, faites-le pour un produit qu'on considère actif. Quand vous faites un crédit immobilier, vous le faites pour acheter votre maison, même si là-dessus, pareil, sur ma chaîne Les Gars Immobiliers, pour aller voir ma vision là-dessus, mais une maison que vous achetez, c'est pas un actif pour moi, puisque vous payez un loyer, vous n'avez aucune rentrée d'argent en face, donc vous ne rentrez pas dans votre... C'est un peu comme la voiture. La voiture, vous l'achetez, dès qu'elle est sortie du garage, elle a perdu 30%, c'est un pur passif, la voiture. Hein. L'actif. Ça peut devenir un actif, mais pareil, ça se travaille. Pour l'immobilier, c'est par allocation courte durée, hein, par allocation par exemple. Pour la voiture, c'est en louant votre voiture. Vous pouvez rattraper un peu en louant votre voiture à travers des applications, mais même pour ça, je ne considère pas que ça soit des actifs. Voilà. Enfin, ça peut devenir des actifs, mais c'est compliqué. La voiture, c'est quand même un truc où il faut beaucoup l'entretenir, etc. Il y a beaucoup de dépenses, donc avant que ça passe en actif, il faut vraiment la louer et bien la louer, quoi. Voilà, donc comme je vous disais, l'endettement à regarder, quand on fait de l'analyse fondamentale, pareil, quand on regarde les ratios de gestion de la dette, comme je vous dis, ne vous arrêtez pas aux chiffres, regardez le pourquoi du comment. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la dette peut grossir au vu d'un investissement important dans la recherche et développement, par exemple si on est dans le secteur de la santé, hein, qui ont besoin de financer leur labo et pour chercher des médicaments et des soins. Et ensuite, ne jamais se fier à un seul chiffre. Il faut, mais ça c'est comme dans tout, il faut croiser, même dans les informations tout court, il faut croiser plusieurs sources. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez utiliser Invest, vous voyez utiliser FinChat qui s'appelle Fiscal maintenant. AI, je crois, n'hésitez pas, ils ont changé de nom il n'y a pas longtemps, mais bon, voilà, j'utilise 2 screeners, des fois je complète avec Zone Bourse ou d'autres outils, tout simplement pour croiser les informations. Alors attention aussi, pour les ratios, essayez de favoriser un outil plutôt qu'un autre. Pourquoi? Parce que derrière le calcul des ratios dans certains screeners, il y a des différences. Il y en a certains qui vont prendre des années, enfin, les temporalités peuvent être différentes et donc les chiffres peuvent être différents. Des fois c'est en pourcentage, d'autres c'est en chiffres. C'est pour ça que dans ma formation, je vous ai fait un tableau qui vous donne les différents critères, des fois, parce que des fois ils vous les donnent en pourcentage, parce que leur calcul est fait comme ça, des fois ils le donnent en chiffres, parce que ils ont décidé de le calculer d'une autre manière, ou parce que les temporalités sont différentes, d'accord? Donc croisez les informations, mais croisez les informations sur les mêmes, on va dire, avec des calculs en tout cas qui sont identiques, prenez le temps de comprendre quand vous croisez les informations. Donc voilà, donc au final, on a pu voir ce qui enrichissait, ce qui appauvrissait cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous le répète, les produits d'exploitation financiers exceptionnels. Et en même temps, au-delà de ça, une entreprise qui maîtrise ses charges et sa dette, hein, ce qui permet de l'enrichir. Dis-moi en commentaire, toi, à quel point tu regardes qui te permet de voir assez rapidement ce qui enrichit ou appauvrit une société. Dis-moi également pourquoi pas dans ta vie de tous les jours si tu fais ça, si tu analyses un peu ton budget, etc. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et surtout, si tu as besoin, tu sais où me trouver sur les réseaux, que ce soit à travers le réseau Bonsaï ou Telegram. Voilà, je te dis encore merci de me suivre et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.